Bonjour et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Louis. Salut. Bonjour Quentin. Bonjour. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors aujourd'hui, avec mes deux comparses, collègues et amis, nous allons vous parler d'un film qui a été réalisé par Joseph Mankiewicz en 1950 et qui s'intitule All About Eve en version anglaise et en version française, Eve ou Eve. Eve, c'est un film américain produit par la 20th Century Fox et lauréat de 6 Oscars, figurez-vous. Rien que ça. Alors peut-être avant de se pencher un petit peu sur ce qu'on en a pensé de ce film, est-ce que Quentin, tu veux bien nous pitcher un petit peu l'histoire ? Ma foi, oui. Alors, c'est l'histoire d'Yves. Yves, j'ai envie de faire une blague depuis le début, donc c'est l'histoire d'Yves Montand, Yves Duteuil, bon bref. Donc oui, parce que Ève, c'est Ève, mais bon, ça se dit Yves en anglais, donc on va dire Yves la plupart du temps, il faut pas penser à un vieux gars avec des moustaches. Donc Yves est une jeune femme. Et elle est très éprise de théâtre, et notamment d'une très grande comédienne qui s'appelle Margot, et qui est interprétée par Bette Davis. Parce que Yves, c'est Anne Baxter, hein, pour Bête ceux qui... d'actrice. Voilà. Mais tout à fait. Et donc elle l'attend à la sortie des représentations et compagnie. Enfin bon bref, elle finit par être présentée à celle qu'elle idolâtre par Josette là, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai noté son nom quelque Karen. part. Karen. Richards. Karen qui est la femme de l'auteur à succès des pièces que joue Margot et bien donc elle va dans un premier temps, elle va faire bonne impression et donc elle va entrer un peu dans ce cercle très fermé en étant une sorte d'assistante de Margot pendant un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, jusqu'à devenir sa doublure pour les éclairages, mais aussi pour en cas d'absence au théâtre, eh bien c'est elle qui devrait la remplacer, ce qui n'arrive jamais puisque Margot n'est jamais absente à une représentation. Voilà, ça c'est disons ce qui occupe la première heure du film. Et puis bien sûr, eh bien il va y avoir un twist. Je sais pas comment dire, un retournement de situation, c'est que cette brave Yves, en fait, nourrit des velléités, des projets bien plus machiavéliques que simplement être près de celle qu'elle adule, puisque Yves a bien l'intention de devenir à son tour une grande actrice et va se révéler être capable des pires saloperies, je crois qu'on peut le dire, pour parvenir à ses fins. Voilà. Tu as fait des progrès en pitchage. Ouais, t'as vu, si, je l'ai fait un poil littéraire, un peu, magnifique. tu vois. C'était super beau. Je tiens à dire qu'il n'avait pas écrit, hein. C'était basé sur son talent d'improvisateur. Ouais, puis surtout sa mémoire infaillible, quoi. Je vous remercie, ça me fait quelque chose. C'est une très bonne idée de ce qu'est le film. Et ce que tu as très bien fait, c'est un truc qui est même presque difficile en tant que spectateur, c'est de bien relier tous les personnages entre eux et de ne pas s'y perdre dans cette composition d'une espèce de généalogie improvisée par le film où en fait les liens entre les personnages évoluent, ont une importance, qui est marié avec qui, et du coup, qu'est-ce que ça implique en termes de rapport de force, etc. Puisque ça a beau être un contre-portrait de femme, il y a ce truc assez théâtral en fait, qui, dans le film, bon, on en reparlera, mais le côté théâtral du film est très présent, mais vraiment les relations entre les personnages et leur évolution est assez complexe, entre guillemets. Oui. Chacun a un rôle à jouer sur le destin de l'autre, et chacun a une influence sur l'autre, et l'influence d'un tel va réinfluencer celle des autres. Enfin, vous comprenez le truc, quoi. Il y a presque un côté choral, quoi. Tout à fait. En plus, par les points de vue que le film épouse et les voix off, il y a carrément, c'est carrément un film choral. Parce que le film s'ouvre sur une voix off, justement. Oui. C'est un des trucs, c'est que le film s'ouvre sur la fin. Ça fait partie de ces films flashback où en fait ça s'ouvre sur une cérémonie. Oui. On nous dit on va vous raconter l'histoire d'Ève. Alors c'est à la première personne parce que c'est un des personnages du film qui dit je vais vous raconter. Et du coup on a un flashback et ensuite à la fin du film on retourne là où on était au début et on comprend du coup pourquoi on nous avait promis de raconter l'histoire de Ève.
et non pas d'Eve. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, en fait, comme c'est une voix off d'un personnage, on comprend que le film va être très subordonné à une certaine vision du personnage, et c'est un peu un des sujets du film, quoi. C'est qui est-elle vraiment, et on finit par se demander qui croire, et le film lui-même nous ment en quelque sorte, puisque plus le film avance, plus on comprend que le portrait qu'on nous faisait de Eve est en fait certainement un portrait fallacieux, ou en tout cas sujet à caution. Oui, parce que finalement, il y a une sorte de double trio, c'est-à-dire qu'il y a 3 femmes, 3 hommes dans ce film, et alors ça prendrait là vraiment beaucoup de temps, il faudra un schéma, mais parce que ça va avoir une incidence, et notamment pour Eve, son parcours, comment elle va pouvoir grimper les échelons, c'est quand même finalement en s'acoquinant ou en tentant de s'acoquiner, donc en tentant de séduire, et souvent en ratant en fait, quand même, ce qui on aura sûrement l'occasion d'en parler, est assez plaisant, parce que c'est encore un film, on l'avait dit un peu pour Hitchcock, mais c'est encore un film où finalement les hommes ne sont pas si comment dirais-je, ne se laissent pas aussi manipulé par l'appel de la femme, si j'ose dire, c'est-à-dire cet homme un peu concupissant qui serait prêt à n'importe quoi pour tirer son coup, pour le dire vulgairement. Au contraire, il y a quand même une forme de fidélité et de rigueur chez certains d'entre eux. Vulgairement, il y a concupissant dans la phrase quand même. Mais il y a, à part finalement le personnage interprété par George Sanders, qui est Addison, et qui, lui, c'est même pas de la concupiscence d'ailleurs, enfin un tout petit peu, mais disons que lui, il a un coup d'avance encore sur Eve en fait. C'est le jeu de la manipulation. Ouais, ce qui est quand même assez plaisant, parce qu'on en arrive à un moment, enfin on va en parler sans doute, mais où quand le spectateur, un peu en même temps que les personnages, on découvre ce qu'est le projet d'Eve, parce que c'est vrai que c'est très très bien, c'est très habilement fait, parce qu'elle démarre comme le petit oiseau tombé de son nid, qu'on a tous envie de protéger sous les traits d'Anne Baxter, qui vraiment fait jeune femme venant de nulle part, tout à fait fanatique de cette comédienne, et on a envie d'être à ses côtés. On comprend pas qu'en fait elle est une grosse salope. C'est le mot circule beaucoup sur internet. Je pensais pas qu'il allait circuler ici, mais et d'ailleurs personnage dont l'actrice fait évoluer son jeu à mesure que le portrait, ou en tout cas l'apparat, le masque, disons, dont elle s'est parée, commence à se craqueler, puisque elle-même, en fait, au bout d'un moment, ne peut plus complètement maintenir la réalité de son être, qui finit par petit à petit prendre le dessus et commence à effriter le mensonge qu'elle a échafaudé sur sa propre histoire, sur son origine, sur l'origine de sa passion pour le théâtre, sur voilà qui elle est. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, intéressant, c'est que pour le coup, c'est un vrai film d'acteurs. C'est-à-dire que c'est vraiment les acteurs qui sont au centre. C'est un film de dialogue. Ça parle énormément. Et en fait, non seulement c'est un film d'acteurs, parce que les acteurs sont magnifiés, c'est leur travail d'incarnation qui est mis en avant. De toute façon, quand il y a Bette Davis, c'est dur de faire autrement, parce qu'elle prend tellement de place. Mais c'est aussi un film sur les acteurs. C'est le sujet du film, parce que c'est quand même... Ça se passe dans le milieu du théâtre. Il y a à la fois une fascination pour ça, et en même temps, ça tire quand même à balles réelles sur ce milieu qui est fait de faux cul, en gros. C'est le mensonge qui permet d'y arriver, quoi. C'est ce qui va aussi... En fait, il y a un paradoxe, parce que c'est ce qui va amener la chute intime du personnage, en même temps c'est ce qui va permettre son ascension. Complètement. Donc c'est en gros, si tu veux réussir, faut sacrifier ta dignité, quoi. Moi je me permets de dire que c'est un de mes films préférés de tous les temps, et en grande partie parce que je trouve que c'est des portraits de femmes hyper intéressants, et que c'est une vraie recherche sur la rivalité féminine, sujet qui est remis au goût du jour aujourd'hui, mais qui est tellement finement traitée, parce que cette Eve, en fait, elle est très ambitieuse. Elle a son plan, mais en fait, elle a son plan pour atteindre son rêve. Donc oui, elle le fait de façon à manipuler les femmes et les hommes qui sont dans ce cercle, alors que finalement, ils l'acceptent, ils l'intègrent, ils la prennent sous leurs ailes. Et elle joue un petit peu d'eux, mais parce qu'on a presque l'impression qu'elle n'a pas d'autres moyens de faire pour arriver à ses fins carriéristes, on va dire. Et oui, c'est là où moi je trouve le film assez injuste, justement. Parce que dans le processus de destruction quelque part du personnage, qui s'autodétruit, mais en fait le film participe de cette destruction et de cette déchéance quelque part, il n'y a pas d'alternative à ça, en fait. Je suis pas d'accord avec toi. Le personnage d'Eve, à la fin, est quand même un personnage plutôt tragique, parce que elle se retrouve seule dans sa chambre,
avec une fin en plus, moi je trouve, finalement assez attendue, où il y a une admiratrice qui l'attend boucle, et oui. où en fait voilà, ça boucle. C'est une fin presque conceptuelle quelque part. Sachant que tu as déjà l'assistante de, comment elle s'appelle, Margot Channing, qui est plus âgée, qui est une actrice qui a été une star aussi dans son temps, et qui est celle, l'infirmière. qui joue dans Fenêtre sur cour. Oui. Ouais. Qui s'appelle Thelma Ritter, Voilà. qu'on va retrouver donc de 10 ans, Fenêtre sur cour, quoi, quelques années après. Oui. Et excuse-moi, je t'ai coupé. tout est lié. En fait. Oui, voilà, moi c'est le manque d'alternatives que je trouve un peu, qui met un peu mal à l'aise à la vision du film, parce que finalement, en fait, tu vois, Quentin traite Yves de salope parce que c'est ce que le film construit, parce que voilà, c'est un personnage manipulatrice, elle a l'apparat qu'on pourrait donner à ce qu'on appellerait, disons, une salope. Même si le fameux apparat de la salope. Je le dirais plus. Non, l'apparat, pas l'apparat visuel, hein, l'apparat, disons. Psychique. Ouais, voilà, la psychologie de la ça. salope. Voilà, je vais plus le dire le mot maintenant, il me met très mal à l'aise. C'est un mot que je trouve pas beau en fait. Mais voilà, tout ça pour dire que je trouve que, en fait, à la fin du film, je me dis finalement que c'est un personnage qui nous est présenté comme manipulateur, etc., mais dont la manipulation est montrée aussi comme l'espèce de seul moyen que le personnage a de s'extraire d'une condition qui en fait est plutôt triste, plutôt tragique, parce qu'elle vient plutôt d'en bas, quoi, en gros. Et aussi, moi je suis un peu mal à l'aise parce que oui, elle est terrible, etc., mais le film laisse sur une fin qui limite une espèce de retournement logique qui se veut imparable, alors que je pense qu'il y avait d'autres moyens de permettre au personnage, non pas de s'en sortir, mais d'avoir une espèce d'alternative, de ne pas que le film ne s'abaisse pas à détruire le personnage comme le font à la fin les personnages qui jouissent de la puissance qu'ils vont récupérer sur elle, notamment cet homme à la fin qui en fait dit tu m'appartiens. Le critique, ouais. Bah, c'est montré comme un truc assez terrible, mais en même temps le film fait la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il laisse le personnage tout seul à la fin. Alors attention, instant woke. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai l'impression qu'au contraire ce sont des femmes qui ont des ambitions artistiques, et tu sens très bien dans tout le film qu'en fait c'est un monde d'hommes. Oui. C'est une société d'hommes, c'est un système d'hommes, et en fait eux ils se posent jamais de questions, l'auteur, le metteur en scène, le producteur, même le critique, ils sont bien à leur place, ils ont pas peur pour leur poste. Oui. Par contre, donc l'actrice Margot Channing, qui est, on apprend qu'elle a 40 ans, elle commence à avoir peur de plus avoir de rôle à jouer parce qu'elle devient trop âgée. Donc c'est vraiment c'est sa peur principale qui va justement la faire douter de Eve au début du film. Eve, comme tu le disais, bah en fait pour s'intégrer à ce monde-là, elle a rusé, et en fait même si elle était appréciée par eux au début, elle se rend compte que Margot elle a pas du tout envie de laisser sa place ou de la prendre vraiment sous son aile jusqu'à lui faire passer des auditions parce qu'elle a peur qu'on lui prenne sa place, tout simplement. Et l'amie, c'est pareil, elle est un peu l'amie de Margot Channing, elle est un peu entre les deux. Elle aime bien le côté un peu doux de Eve, et en même temps, elle veut protéger son amie, donc elle est dans cet entre-deux un peu... Et donc moi, je suis pas d'accord avec toi, je pense que ce qui critique le film, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est plutôt ce système masculin patriarcal qui emprisonne ces femmes dans une forme de rivalité dont elles ne peuvent s'échapper. Oui, par ailleurs, moi je suis woke aussi. donc en fait je suis plutôt d'accord. Moi je vais gerber. À la fin, oui, tu tousses encore de ta grippe de la semaine dernière. Non, attendez, j'ai pas dit de mon dernier mot. Non, je tiens simplement pour finir là-dessus, parce qu'on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais à la fin, j'ai l'impression que le film donne plutôt raison en fait au personnage masculin, parce qu'à la fin, non seulement Eve a perdu, mais parce que de toute façon, elle était vouée à perdre parce qu'elle a mal agi, entre guillemets, il y a une espèce de... Le film l'a punie de manière assez logique, mais elle a, entre guillemets, aucun échappatoire. Parce qu'à la fin, en fait, elle est laissée en jachère, et on a l'impression que le film nous dit, de toute façon, c'est une merde, et voilà, c'est fini pour elle, quoi. Il y a aucun horizon, ne serait-ce que de rédemption ou d'acceptation d'une situation. Alors, ouais. Et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Le film a cette caractéristique critique qui est plutôt intéressante, qui fait peut-être aussi qu'on l'a choisi, c'est qu'il a un truc assez... assez rare à l'époque dans la critique qu'il va faire très frontalement du milieu du théâtre, effectivement aussi pour sa misogynie notamment, et tu le dis très bien, hein, les mecs eux ils ont peur de rien, ils s'en foutent, ils tirent à balles réelles, là où quand t'es une femme tu dois vraiment toujours marcher sur des œufs, mais j'ai l'impression à la fin que le film replie le personnage sur justement ce dont elle avait réussi à s'émanciper, et oui ce qu'elle a fait se retourne contre elle,
Mais à la fin, finalement, ce qui se retourne contre elle, c'est aussi sa situation, justement, de femme où on n'en sort jamais, quoi. Et puis elle finit très seule, quoi. En fait. Oui, alors oui, je trouve dommage que le film n'ouvre pas. Elle a quand même gagné. C'est-à-dire que c'est là aussi où il pourrait y avoir où je pense que c'est un film qui effectivement mériterait d'être revu aujourd'hui. Pour la critique du milieu, oui, il suffit de transposer avec le cinéma, c'est pareil. Donc c'est très bien. Sur les hommes, c'est vrai que, évidemment, puisque je suis une merde, je l'avais pas vu, puisque moi, je suis un homme blanc, machin et tout, hétérosexuel, donc je n'ai même pas interrogé le fait de ce que tu as dit très justement, c'est-à-dire que oui, les hommes, eux, n'ont pas peur. Bon, je suis désolé, c'est comme ça. Les hommes, on n'a pas peur, nous. Bonhomme. Voilà, notre bonhomme. Non, mais c'est vrai qu'eux ont une situation et à aucun moment il y a tellement de doutes. C'est-à-dire que le metteur en scène qui part réaliser un peu de cinéma, ça l'emmerde, mais je veux dire pas de problème, etc. Et l'auteur, c'est un auteur à succès. Ça c'est vrai. En revanche, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est donc toutes les compromissions, tout ce qu'elle doit faire. Et ce qui interroge plus, finalement, c'est est-ce que la fin justifie les moyens ? Question à la con. Mais parce que de fait, elle parvient à réaliser son rêve, puisqu'elle a le prix. Le film débute par ça et finit par ça. Elle a le prix suprême, on va dire, pour une comédienne, pour un comédien. Mais dans le même temps, puisqu'elle a fait du mal à tout le monde, elle est toute seule. Ouais. Et finalement, c'est ça que ça interroge aussi, c'est-à-dire que il y a pas d'amitié. C'est la carrière ou la dignité, quoi. Oui, voilà. Il y a une espèce d'incompatibilité dans les deux. On ne peut pas réussir dans ce milieu et rester quelqu'un d'intègre, en fait. Oui. Alors surtout quand on est une femme et qu'on a presque en fait l'injonction d'utiliser la ruse pour y arriver, parce qu'on a en plus la séduction, cette difficulté d'être femme dans un milieu où on est subi. Il faut quand même pas oublier qu'en plus Yves, elle est talentueuse, elle joue bien. Donc c'est même pas, elle passe pas par les hommes pour obtenir un poste, elle passe par la ruse pour montrer son talent. On sait qu'elle a du talent et après seulement elle essaye de s'accaparer certains hommes de l'Assemblée. Oui, parce que là où c'est une salope, c'est qu'elle essaie quand même, non mais là j'insiste sur le terme parce que pour le coup, elle essaie de voler le mari de Karen. Elle lui fait croire à Karen qu'elle va se marier avec lui alors qu'en fait pas du tout. Et donc Karen qui est en plus le tampon entre Margot et elle et qui quand même mine de rien est une femme qui fait un peu figure comme ça de personnage un peu sans talent et sans quoi que ce soit parce que c'est la femme du, mais en revanche elle est c'est l'amie qu'on devrait tous avoir parce que vraiment elle fait le maximum pour ménager la chèvre et le chou, pour faire en sorte que ça se passe bien. Cette bonne vieille expression. Qui est la chèvre, qui est le chou, ça je sais pas, mais et c'est vrai que là ça c'est une saloperie de sa part et moi j'y ai cru en fait, j'avais pas revu le film depuis 20 ans et je me suis dit mais mince, c'est vrai quoi, il a vraiment aussi peu de dignité le mec, il va partir avec elle parce que c'est la jeune. Et non, il aime sa femme, il reste avec sa femme et ça fait quand même plaisir. Mais la question que je me pose, et parce que j'aime toujours bien quand il y a ce genre de choses, essayer de transposer une seconde. Alors peut-être ça marcherait pas, mais on dirait si au lieu de Yves, c'était Yves. YVES, son histoire, moi je dirais, qu'on soit clair, parce que j'aime bien faire de la provoque, mais je dirais de la même façon que c'est un énorme gros connard. C'est-à-dire que marcher sur les autres pour parvenir à ses fins, sûr. Et en plus, faut pas se mentir, c'est-à-dire que bien sûr que dans l'histoire, oui, pour une femme, c'est probablement plus facile de séduire un homme, parce qu'un homme c'est quand même très con. Ça, j'en conviens parfaitement. Mais en revanche, des hommes qui séduiraient des femmes de pouvoir, parce qu'il en existe aussi, donc faut arrêter, et notamment dans le monde du spectacle, je veux dire, alors je vais dire un truc tout à fait provocateur, mais c'est vrai, il y a un certain nombre d'endroits où alors en tout cas il faut être gay parce qu'il faut pouvoir séduire les autres hommes qui sont gays et qui sont eux notamment dans le théâtre, donc c'est plus qu'une histoire de femmes. D'ailleurs on peut faire du théâtre sans femmes parce que les metteurs en scène sont gays et t'as intérêt à être gay si tu veux un rôle. Bon, on va se faire censurer l'émission. Mais si moi je l'ai pas auto-censuré non, tu vas laisser ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça marcherait aussi avec l'autre sexe, c'est-à-dire à partir du moment où on joue de ses attributs de séduction, etc., pour pouvoir parvenir à quelque chose et emberlificoter les gens. Je veux dire, ce serait la même histoire avec un homme, me semble-t-il. C'est pour ça, je veux pas... Oui, avec les limites que ça a, c'est-à-dire que les hommes sont bien plus navrants que les femmes la plupart du temps, et donc, je dis qu'il y a beaucoup plus d'Harvey Weinstein, évidemment, que de... Oui, parce qu'ils sont en fait de base en position de pouvoir, c'est ce qui change en fait, c'est que le rapport de force n'est à l'origine pas le même. Et le film, de toute façon, dès le départ, introduit cette idée que... il y a une certaine fragilité à être une femme dans ce milieu, c'est ce qu'on disait en fait, c'est que en fait disons la même action ne va pas entraîner du tout les mêmes conséquences. Un homme il sera protégé, en gros il s'en fout, et une femme elle peut voir sa carrière balayer du jour au lendemain. Il y a un truc sur l'âge parce que un des pivots du film, qui est d'ailleurs un sujet assez actuel, c'est un truc dont on parle encore aujourd'hui, c'est que en gros Margot a du succès, donc on pense à elle pour jouer un personnage qui a 20 ans.
Et il y en a qui trouvent ça, ils disent oui, bon, au bout d'un moment, notamment les critiques qui disent il y en a marre de ces femmes qui Et aussi parce que l'auteur et le metteur en scène continuent de faire des pièces avec que des femmes qui ont 20 ans. Oui. Tu vois, pense pas à son actrice pour dire on va faire peut-être. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit au début du film. Elle dit tu pourrais pas monter une pièce où c'est une femme qui tue son mari ou un truc comme ça plutôt que les trucs un peu nunuches, quoi, limite. Et parce que c'est ce qui fonctionne. Et là où je suis d'accord avec toi, Quentin, c'est que effectivement, c'est un système qui de toute façon est purulent. Enfin voilà, il y a tout cet aspect-là qui est vraiment qu'on peut pas trop éviter. Mais par contre, là où je suis pas trop d'accord, c'est qu'il y a quand même cette rivalité et cette férocité intériorisée des femmes dans le fait justement d'Ève d'essayer de prendre la place de Margot vraiment, là où on a un petit doute au début, et de Margot de garder sa place à tout prix, alors qu'elle sait qu'avec son âge, alors que elle a 40 ans, quoi, c'est pas non plus... elle est aussi dans une forme de rejet d'Ève très tôt dans le film, au lieu de... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, au lieu de... Là où des hommes, je pense, pourraient être plus solidaires entre eux, là, il y a vraiment une sorte de rivalité féroce qui fait que, de toute façon, elles pourront pas être solidaires entre elles. Parce qu'en fait, une pièce de théâtre avec Ève et Margot, ce serait pas complètement... Déconnant, tu vois, avec deux têtes d'affiche féminines. Mais c'est comme inconcevable, mais pour moi, c'est une forme de trucs intériorisés, tu vois. Ça, c'est vrai. C'est même pas proposé comme une alternative. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une comédienne plus âgée qui jouerait avec et qui serait en plus, qui resterait en posture de mentor et compagnie. Ça, c'est vrai. Alors, je pense quand même que ce serait valable aussi, peut-être avec deux hommes, parce que tu vois, mais c'est la question de l'âge aussi. La question de l'âge. Alors, dans une moindre mesure, j'en conviens, parce que exactement comme dans la vie, dans les rôles, des rôles pour tous les âges d'hommes, il y en a toujours eu. Alors que c'est clair que jusqu'à très récemment, les rôles de femmes, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que grosso modo, et au théâtre comme au cinéma, c'est-à-dire jusqu'à 25 ans, tant qu'on peut jouer topless, quoi, grosso modo, c'est bien. On peut jouer topless bien après, hein, mais je veux dire, à croire le cinéma, c'est pas toujours le cas. Et puis, éventuellement, ensuite, les mégères, quoi, hein, c'est-à-dire rien entre 25 et 50 ans ou 60 ans, et puis ensuite on joue les vieilles, comme dans l'émission d'avant, où on prend plutôt dans des rôles secondaires, voilà, c'est ça aussi. Bon, je trouve quand même que ça a tendance à changer, notamment parce qu'il y a des réalisatrices de cinéma qui s'en emparent, et que tous les réalisateurs hommes ou auteurs hommes sont pas non plus tous des connards, et qu'il y a quand même 2-3 personnes que ça intéresse. C'est aussi pour ça que je milite là-dessus. Et parce que c'est devenu un sujet. C'est quelque chose qu'on a commenté parce qu'on a constaté des déséquilibres, etc. Oui. Alors qu'avant, en fait, on se posait pas la question. C'était comme ça. Le fait que Jean Gabin, il va toujours pécho une meuf qui a 30 ans de moins que lui, c'était la norme. Là où l'inverse, ou même sans dire que l'inverse n'existait pas, c'est que c'était en fait une. L'inverse est moqué en fait de toute façon. Oui, c'est ça, ou alors est montré comme plutôt quelque chose de justement d'anormal ou en tout cas de singulier. Bien sûr. Après, c'est vrai que je pense que moi je fais cette comparaison avec la jungle, hein, c'est-à-dire que il y a quand même chez les hommes, et je voudrais pas l'oublier. Ou alors où est-ce que j'y viens, c'est que c'est le vieux lion qui est forcément quand même à un moment donné chassé par la nouvelle meute qui veut récupérer les femmes, etc. Ça, c'est dans la loi du système des lions, quoi. Mais parce que en vrai, c'est pas juste pour faire National Geographic, quoi, mais c'est que en vrai, je pense qu'il y a aussi une crainte. Alors, c'est pas de la même brutalité probablement, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. J'insiste. Alors bon, j'ai écrit un livre sur Cassavetes et je parle un petit peu de ça aussi. Alors c'est un peu en ce moment, c'est un peu un truc qui me travaille. Comme j'ai hâte de le recevoir. Oui, ça devrait bientôt arriver d'ailleurs. Et je pense que quand cette émission sera diffusée, tu l'auras reçu. Trop bien. Mais non, mais c'est parce que c'est pas, moi je suis pas dans le combat les femmes contre les hommes, enfin tous les gens qui me connaissent suffisamment savent très bien de toute façon que c'est pas le cas. C'est juste que j'aime bien aussi prendre un tout petit peu le contre-pied et dire que mine de rien, souvent aussi, la situation des hommes n'est pas enviable. Alors, dans ce film-là, d'accord, je suis d'accord que là c'est hors sujet, parce que la situation des hommes est parfaitement enviable dans ce film-là. Mais c'est-à-dire que c'est toujours la limite que je poserais sur une sorte de féminisme un peu agressif, c'est-à-dire les hommes aussi. En fait, il y a plein de situations que les femmes vivent, que les hommes peuvent vivre aussi, parce que tous les hommes ne se construisent pas en prédateurs. Et dès l'instant où on se construit pas en prédateur, eh ben on est une proie aussi. Et on peut être une proie des femmes, et on peut être une proie des autres hommes, et on peut être une proie de n'importe quoi d'autre. Voilà. De nous-mêmes. De nous-mêmes. Et notamment dans ces milieux un peu marginaux où faire sa place, il faut jouer des coudes pour faire sa place. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que t'as raison de le dire, parce que sinon, tu vois, ça m'aurait échappé. Bien sûr que nos 3 et 4, si on rajoute le producteur Marx. Ouais. Non, Max Fabien. Ah oui, Marx. Non, parce que j'ai vu un autre film où il y a Marx, je sais pas pourquoi. Pardon. Oui, Max Fabien. Ouais. Bon, lui, qui a l'air en plus plutôt gentil, hein, lui, et pas non plus concupiscent pour le coup. Ah, d'ailleurs, en parlant de concupiscence, Marilyn. Oui. Il y a Marilyn qui apparaît un tout petit peu, qui est très 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 belle. Qui dit une phrase étrangement prophétique où elle parle
du tragique en gros des actrices. J'ai plus exactement, j'aurais dû noter ce qu'elle dit pour le coup, je l'ai pas pris en note. Elle dit un truc très étrange quand on connaît évidemment son destin. Oui. Et puis en plus c'est fou parce qu'elle est dans un second rôle, elle est très discrète et pourtant elle incarne déjà qu'une forme de distance. Ce qu'elle va devenir où le film est assez cynique parce qu'en gros elle est avec un mec qui l'envoie consoler un autre mec. Le producteur, en fait, le producteur. Voilà. Elle a limite un rôle d'escorte, quoi. Et le film montre ça de manière sans insister. On voit que c'est plutôt moqué, ou en tout cas que c'est vu comme quelque chose de cynique. Le film en fait pas l'apologie. Et quand on connaît le destin de Marilyn, le statut qu'elle a eu dans le cinéma américain, le fait qu'elle ait toujours été sous-estimée et qu'elle a toujours été vue juste comme une pin-up, c'est le rôle qu'elle a, quoi. Alors qu'on voit que c'est une femme qui, en fait, commente tout ce qui se passe à une espèce de lucidité, mais pour des raisons, une nouvelle fois, d'accessibilité à un rêve, va sacrifier quelque chose d'elle-même, etc. Et puis cette scène est tellement drôle parce qu'en fait c'est l'anniversaire donc du compagnon de Margot Channing qui organise son anniversaire chez elle, qui se bourre la tronche, mais comme pas possible parce que elle est vraiment très jalouse d'Eve, il s'est passé 2-3 trucs, etc. Et on voit Marilyn arriver, donc Marilyn Monroe, pardon, et en hors-champ, on sait qu'il y a une très célèbre actrice d'Hollywood qui est arrivée, et 5 minutes après, elle repart, et en fait, on la voit jamais dans le film, alors qu'il y a Marilyn Monroe qui est là, quoi. C'est que l'histoire du manteau, qui nous permet de savoir, Mais le film travaille pas mal, en fait, les absences. Il y a un truc que j'ai pas réussi à caser depuis tout à l'heure, que je voulais dire, je vais le dire maintenant, vous prenez comme vous voulez. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça parle beaucoup de théâtre, et en fait, ça parle de théâtre parce que, notamment, les gens passent leur vie à jouer un rôle, tout le monde est dans l'apparat, etc. Il y a un truc qu'on ne voit jamais, c'est les performances. On parle tout le long du film de la magnificence des performances, etc. Et soit on voit des bouts de répétition et on les voit jamais vraiment jouer, soit on voit la fin, les applaudissements, etc. Le film met toujours hors champ la performance, parce qu'en fait, là où les personnages en fait jouent sans doute le plus, c'est même pas sur scène, c'est dans leur propre vie. Je trouve intéressant le passage du manteau montre qu'il y a pas mal de hors-cadre, de hors-champ dans le film. Et la première chose qu'on voit d'Eve, notamment, c'est ses mains. Et il faut quand même quelques minutes avant qu'on la voie, parce que d'abord, on parle d'elle, ensuite on montre ses mains, ensuite, lorsqu'on évoque son nom, on a une horde de photographes qui se ruent sur elle, et donc elle est substituée à notre regard. Et ensuite, on a un travelling avant. Et on a le rapport de tous les autres personnages qui l'ont croisé aussi, qui veulent pas dire la même chose du coup, entre le regard de Margot, de Karen ou de l'auteur, tu vois, il y a pas les mêmes regards. Le film s'appelle All About Eve parce que c'est une espèce de fragment où en fait on a le personnage qui joue elle-même quelqu'un d'autre, on a les récits de chacun qui viennent apporter des couches qui parfois, sans dire qu'elles se contredisent, ou en tout cas participer à fragmenter ce puzzle humain qu'est Eve. Et on a à la fin le film qui nous raconte en fait finalement ce personnage-là avec tous ces fragments. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on pourrait qualifier comme étant un portrait de femme, qui est quasiment, peut-être pas un genre à part entière, mais à un moment donné, à Hollywood a existé en tant qu'élément remarquable. Je sais pas si ça a vraiment été un genre. Non, c'est pas un genre, mais je veux dire, le portrait de femme, c'est un truc quand même à Hollywood, on nous raconte l'histoire, le destin d'une femme. Mais même Mankiewicz, il a fait Cléopâtre, on pourrait penser que ça fait partie de films qui vont raconter ce qu'a été dans un contexte de pouvoir en général, une femme, par rapport justement à une forme d'émancipation plus ou moins possible, et la manière dont elle se déploie. D'ailleurs, il faut quand même, enfin, je le rappelle quand même, mais c'est un film des années 50. Oui. Et enfin, moi, je le trouve incroyable aussi pour l'époque, de ce qu'il dit de l'époque, de ce qu'il dit. C'est très moderne. Voilà, c'est. Et puis, je trouve les dialogues sont hilarants, quoi. Enfin, heureusement, parce qu'il y a que ça, donc. Ouais, il y a beaucoup. La mise en scène est élégante. Oui, voilà. Oui, c'est élégant. Mankiewicz est un cinéaste dans le classicisme hollywoodien, est un de ceux qui a sans doute le plus perfectionné l'élégance de chaque cadre, de chaque travelling. Mais bon, c'est quand même un film de dialogue. Mais qui est impec. C'est 2 heures et quart. Tu t'ennuies pas sur les dialogues, quoi. C'est vraiment. Une nouvelle fois, heureusement. C'est super. Notamment avec le personnage de Margot Channing qui pète les plombs, qui est complètement exubérante, et en fait que. Oui, alors ça, bon, Bette Davis. moi je l'adore. On aime ou pas. Si on n'aime pas. Oui, ça peut être un peu long. C'est un peu compliqué. Mais non, c'est. Alors c'est drôle. J'ai pas arrêté de penser pendant la première moitié du film au film de François Favra, Le rôle de sa vie, avec Jaoui et Karine Viard, qui justement, je pense que c'est très 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 fortement inspiré de ça, justement sur une forme de rivalité. Alors non pas avec il y a qu'une actrice justement, mais qui est un peu tyrannique
avec son entourage. Et voilà, comme ça je donne ce titre pour les gens qui l'auraient pas vu, parce que je trouve que c'est un film. C'est quoi le nom du film Le rôle de sa vie. De sa vie. Donc en plus le titre étant voilà, blablabla. Voilà. Okay. Mais je crois qu'ils ont fait d'ailleurs un remake de All About Eve avec cette actrice magnifique qui joue dans Hannibal, la psychanalyse de Hannibal. Non, dans la série. Donc, dans la série, ouais. X-Files, Scully. Ah, punaise. Oui, Sex Education pour moi. Oui, Sex voilà. Education. Oh, j'adore cette actrice en plus. Là, tout le monde va nous détester de pas retrouver son nom. Gillian Anderson. Ah, ok. Bon, bah, je le veux vraiment pas en mémoire. Gillian Anderson. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je crois qu'ils ont fait aussi un remake beaucoup plus récent avec cette actrice notamment. Ouais. Donc, voilà. Cherchez alors, oui. Bien. Eh ben, messieurs, est-ce que vous avez des recommandations cette semaine à nous présenter ? Alors moi, une petite en vitesse, un film que j'ai revu il y a quelques jours et qui m'a fait me dire qu'il faudrait vraiment faire un livre sur le cinéma et l'école, parce que j'ai enfin trouvé, et pourtant je l'avais déjà vu, un film qui me semble être une perfection pour ce qui est de l'école. Alors l'école maternelle, donc moi je connais moins bien, c'est le film de Tavernier, ça commence aujourd'hui, sorti en 99, avec Philippe Torreton, dans le nord de la France. C'est un bijou, ce film, et voilà. Okay. En tant que bon Lyonnais, on parle enfin de Bertrand Tavernier. Oui, nom de Dieu. Qui est partout autour de nous. Pas moi qui vais le faire. Et toi, Louis, est-ce que tu as une petite recommandation ? Oui, parce que je vois que tu as Sweet Tooth dans ta bibliothèque. Ouais. Et donc moi, je vais recommander une autre bande dessinée de Jeff Lemire que j'ai découvert récemment et qui en fait est une espèce de portrait morcelé, un peu comme Yves de Mankiewicz, mais cette fois-ci non pas d'un personnage mais d'un lieu. Et ce lieu donne son titre à cette BD. C'est Essex County. Et ça raconte l'histoire de cette petite campagne canadienne et de quelques habitants en fait qui vont s'y croiser, notamment sur différentes temporalités. Ça joue beaucoup sur les flashbacks. C'est en 3 volumes qui ont été rassemblés en France dans un seul gros volume de presque 500 pages. C'est très émouvant et c'est un joli portrait fragmenté qui fonctionne un petit peu comme All About Eve, mais cette fois-ci pour un lieu dont on nous montre plusieurs strates temporelles et on en sort vraiment assez bouleversé, je dois le dire. Et bon, j'aime beaucoup le style visuel de Jeff Lemire qui a fait pas mal de comics pour des grosses boîtes type DC Comics, etc. Mais ça, c'est une BD en partie autobiographique. On sent que c'est très personnel. D'accord, ok. Bah, ça m'intéresse. Et vous, Alénis ? Et moi, je vous conseille 2 œuvres littéraires, 2 essais de femmes. Qui sont, parce que du coup, voilà, toutes ces problématiques-là, ça m'a fait penser un petit peu à ça, qui sont Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui a un essai assez récent, qui a été un peu survendu et surcoté, alors que je trouve que c'est vraiment un essai très agréable. Alors que c'est vraiment de la merde. Non, non, pas du tout. C'est surcoté, c'est super bien. Non, mais moi, ça me fait l'effet, même quand on me dit, waouh, ce film, il est incroyable, faut absolument que tu ailles le voir, j'ai plus envie, tu vois, je me dis, non, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait là ? Nous, on dit que c'est de la merde la plupart du temps. Ouais, c'est pas beau. On dit oui, c'est pas si bien. C'est à la hauteur de ce que c'est ça que tu veux dire. Ça dépend ce qu'on en attend, mais en tout cas, en tant qu'essai qui parle de la représentation de la sorcière à travers le temps, mais aussi notamment de la place de la femme par rapport à la maternité, à la famille, à la carrière notamment. La carrière dans le sens ambition professionnelle. C'est très intéressant, c'est bien documenté, c'est très agréable à lire. Et si vous voulez un truc encore un peu plus pointu, là qui est, on va dire, moins agréable à lire, mais à feuilleter et à découvrir, c'est quand même assez intéressant, c'est Caliban et la sorcière, femme, corps et accumulation primitive de Silvia Federici, ou Federici, non, en italien Federici. Federici, ça sonne un peu mieux. Qui est, donc Mona Chollet la cite un peu dans son ouvrage, et qui est un peu plus pointu et un peu plus spécifique, voilà, sur la représentation de la sorcière et sur le rapport au corps de la femme dans les sociétés, etc. Donc c'est vraiment 2 ouvrages très intéressants. Eh bien, très bien. Et bien sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De quoi on parle la semaine prochaine ? La semaine prochaine, relance. Ouais, la relance, l'émission qui n'en finit pas. Non, pas du tout. La semaine prochaine, nous changeons de cycle et on va. C'est pour ça. Voilà, on va commencer à vous parler de comédie française. On aura 2 cycles, peut-être 15, mais enfin déjà 2 cycles un peu fournis qui vont pas se suivre. Qui vont pas se suivre. Il y en aura un premier. On va faire un truc entre temps qui sera, je sais pas quoi, voilà. Ça l'ours polaire dans le cinéma. Très organisé. Dites-nous.
Qu'est-ce que... Dites-nous ce que vous voulez écouter. Oui, voilà. Ah oui, vous pouvez. Voilà, si vraiment vous avez des films, par exemple, vous avez envie qu'on déglingue, je me ferai une joie. Donnez-nous en pâture vos films préférés. Voilà, Quentin va se faire une joie de les déchiqueter sous vos oreilles. Donc, on parle de comédie la semaine prochaine, mais on vous dit pas de quoi encore parce que on n'a pas calé l'ordre. Et c'est surtout qu'on veut démontrer une chose que tout le monde sait déjà, mais qu'il y a plein de super comédies en France et qu'il n'y a pas que des films avec Christian Clavier. Oh, ou avec Danny Boone. Je n'ai rien à ajouter sur ces deux affirmations. Bon, donc, eh bien, à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. À très vite. Bisous. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.